J'ouvre cette séance. On a appris ce matin le décès de Robert Badinter. Je me permets donc de souligner d'abord combien j'avais personnellement une profonde admiration pour le monsieur. Et je sais que vous êtes nombreux à partager cette admiration. La République a perdu un grand homme, un repère et qui m'a beaucoup inspiré, voilà, dans mes engagements. Et je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien vouloir respecter une petite minute de silence. Merci. Je vous remercie. Pour attaquer, d'abord je vous annonce une petite modification de l'ordre du jour du Conseil de ce jour et je décide le retrait de la délibération portant sur la demande de subvention mobilité active. On l'avait abordé en commission ressources en disant qu'on avait un doute quant à notre possibilité de présenter cette demande de subvention ce soir et les premiers éléments qu'on a reçus de la part du bureau d'études ne nous permettent pas malheureusement d'être assez précis pour formuler cette demande de subvention ce soir et donc c'est un sujet qui est reporté sine die, je l'espère, à l'occasion du prochain conseil. J'espère qu'on pourra aborder cette demande de subvention. Je désigne un secrétaire de séance en la personne de Clément Mézergue. Merci Clément. Absent excusé, ayant donné délégation de pouvoir, Thierry Dubreuil a donné pouvoir à Serge Flao, Delphine Flora a donné pouvoir à Anne-Marie Sarrazin, Gilles Bouey a donné pouvoir à Thierry Diremer, qui est bien là, salut Titi. Yannick Clavier m'a donné pouvoir et Marilyn Guiriec a donné pouvoir à Audrey Combier. J'ajoute que Virginie Vidoretta également est absente excusée, a donné pouvoir à Brigitte et j'en profite pour saluer Virginie Vidoretta. Je profite qu'elle ne soit pas là puisque si elle était là, elle rougirait. Mais je remercie vivement Virginie du travail exceptionnel qu'elle réalise et de son engagement total dans l'action municipale. Elle n'est pas là ce soir, pas pour convenance personnelle, mais en raison de ses engagements au service de la commune. Et Virginie est une cheville ouvrière de notre équipe et elle s'investit énormément, notamment dans toutes les manifestations culturelles. Et on lui doit en partie, pour ne pas dire en totalité, le grand succès qu'a rencontré notre dernier concert à l'église avec la chorale Cœur de Loup. Il paraît que c'était excellent. Malheureusement, je n'étais pas là, mais c'était un vrai succès. Donc merci beaucoup Virginie. J'en profite puisqu'on parle de Virginie Vidoretta, et j'en ai discuté avec Gilles Pruvot à l'instant, pour vous parler 2 minutes du comité de jumelage, pour vous dire que j'ai été cordialement invité à la passation de pouvoir entre l'ancien maire de Dimmelstadt, M. Schröder de mémoire, et le nouveau maire de Dimmelstadt, M. Andreas Fritz. J'ai donc été convié à assister à cette passation de pouvoir. Je n'y suis pas allé, souhaitant préserver les finances de la commune. Non, je plaisante. Enfin, si je souhaite préserver les finances de la commune, ce n'est pas une plaisanterie, mais je ne pouvais pas me libérer le 2 février. Mais en tout cas, j'ai trouvé très sympa cette invitation et j'ai adressé à mon tour, sur les bons conseils d'André Vestiaire notamment, toutes mes félicitations au nouveau maire en lui promettant d'y aller très bientôt. En tout cas, c'est un jumelage entre Izon et Dimmelstadt qui fonctionne. Voilà, qui fonctionne. Qui est nourri et je remercie le comité de jumelage et les élus présents dans ce conseil qui participent vivement à ce comité de jumelage et j'en profite d'ailleurs pour forcément vous dire qu'en parlant d'un comité de jumelage entre une ville française et une ville allemande, j'ai évidemment une profonde pensée pour Robert Badinter, une fois encore.
J'enchaîne. Approbation du procès-verbal. Monsieur Malville, peut-être des remarques sur le dernier PV? Absolument aucune. C'est OK du côté d'Aucœur, disons. Donc le procès-verbal est approuvé et les registres vont circuler pour signature. On attaque donc les délibérations de ce Conseil. D'abord, première délibération. Et je vois que Caroline Guise n'est toujours pas arrivée. C'est ça quand on est actif et bloqué dans les embouteillages. Donc Caroline va nous rejoindre incessamment sous peu. Simplement, comme c'est Caroline qui devait rapporter sur cette délibération, je suis contraint d'improviser et donc de la présenter. Alors cette demande de subvention s'inscrit dans le cadre du fameux fonds vert mis en place par l'État. Elle vise à nous aider à réaliser un atlas de la biodiversité. C'est une démarche sur laquelle on s'est engagé en tant qu'équipe en tant qu'équipe municipale. On s'y était engagé et on a renouvelé cet engagement dans le cadre du plan paysage. C'est une des actions qu'on souhaite entreprendre dans le cadre du plan paysage. Et donc on va demander le soutien du fonds vert pour nous aider à réaliser cet atlas de la biodiversité. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas qu'il s'agit d'abord de recenser la faune et la flore locale, la recenser pour mieux la connaître, pour mieux la faire connaître, et puis évidemment de la protéger et de la valoriser autant que possible. J'ajoute que c'est très probablement un projet qui sera construit en lien avec les écoles, avec quelques classes de l'école, en tout cas je le souhaite, et qui donnera lieu donc à l'édition d'un document qu'on va appeler Atlas de la biodiversité communale. C'est Caroline qui aurait dû présenter cette démarche, cette action, puisqu'elle y tient beaucoup, comme nous tous, j'espère. Mais je le fais à sa place avec plaisir. Voilà. Y a-t-il des remarques, peut-être des questions sur cet atlas de la biodiversité? Le montant de l'opération, c'est 35 960 € et on espère, je dis bien on espère, 80% de subvention, ce qui ferait un reste à charge de la commune de 7 192 €. Mais on est peut-être optimiste en espérant 80% de subvention. Mais enfin, il vaut mieux être optimiste que pessimiste. Y a-t-il des questions, peut-être des remarques sur l'atlas? Pas de remarques, très bien, je passe cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Deuxième délibération, je vais laisser la parole à Joël Massy, s'agissant d'une demande de subvention, une fois encore, au titre du FIPD, Fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Je t'en prie, Joël. Monsieur le maire, bonsoir. Monsieur et madame les élus, bonsoir. Oui, effectivement, il est proposé au conseil municipal de solliciter l'État auprès du Fonds interministériel de prévention et de délinquance et de la radicalisation. 3 sujets. Le premier sujet, c'est la mise en place d'un interphone pour sécuriser l'accueil des usagers pour une demande de subvention à hauteur de 80%. Donc 4 209,60 € avec un autofinancement de 1 052,40 €. Le second sujet, il s'agit de matériel de police municipale. On parle de terminaux portatifs et de logiciels. Donc une demande de financement à hauteur de 44,5% qui représente 1 680 € et donc un autofinancement de 1 346,80 €, ce qui fait un total de 3 028,80 €. Et le troisième sujet, on rentre dans la vidéoprotection, c'est l'extension de la vidéoprotection concernant la zone de commerce et futurale sportive pour un montant total de 18 877,10 €, donc avec une demande de subvention à hauteur de 79,5% qui représente 15 000 € pour un autofinancement de 3 877,10 €. Voilà, donc il est demandé au conseil municipal de voter pour ces demandes de subvention. Très bien, merci. Joël, y a-t-il des questions peut-être sur ces équipements? Monsieur Malville, je vous en prie. Je vais éviter de mélanger les documents qu'on vient de me donner. Voilà, juste préciser que je remercie le chef de la police d'être venu en commission. Parce que quand on lit les montants, on peut avoir quelques sueurs froides et il nous a expliqué l'intégralité de l'investissement, dont l'interphone qui nous avait paru très cher. Donc peut-être, Joël, si tu pouvais expliquer le but d'un montant à 5 000 € d'achat d'interphone, ça peut peut-être aider les personnes qui vont écouter demain l'enregistrement et qui vont dire 5 000 € un interphone, ça coûte cher.
Alors c'est quand même un interphone assez high-tech, voilà, donc ça permettra aux différentes personnes de venir sonner au niveau de la porte de la police municipale et d'avoir en ligne systématiquement un agent de la police municipale. Donc voilà, s'ils sont en patrouille, on pourra les contacter à n'importe quel moment de la journée et n'importe où ils se trouvent sur la commune, tout simplement. Et c'est pour ça que ça coûte excessivement cher. Et c'est pour cette raison que nous validons le montant de la subvention. Très bien, je vous remercie. Merci Joël, merci Monsieur Malville. Je passe donc cette demande de subvention au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Encore une demande de subvention, c'est une soirée demande de subvention. S'agissant de l'extension du restaurant scolaire, dans le cadre de la DETR 2024, dotation d'équipement des territoires ruraux, puisqu'ils ont heureusement été encore éligibles à la DETR, pourvu que ça dure. Vous savez qu'on a comme ambition de mettre aux normes le restaurant scolaire, qui ne l'est malheureusement plus depuis longtemps, et que cette mise aux normes est nécessaire si on veut pouvoir continuer à cuisiner au sein de ce restaurant scolaire. On a procédé à une première phase de cette restructuration du restaurant scolaire en 2023. On se propose désormais d'entamer la seconde phase en 2024, avec un petit peu de retard, il faut bien le dire. Les montants ne sont pas tout à fait ceux qui avaient été exprimés au départ à l'occasion de la première mouture du projet. Depuis, tout a un petit peu grimpé, on peut le dire comme ça. Et donc, on sollicite de nouveau une demande de subvention, cette fois-ci au titre donc, de la DTR 2024 auprès de l'État. On réclame, si je puis dire, on demande à l'État de bien vouloir nous accompagner à hauteur de 86 695 € sur un montant total de 247 000 €. Compte tenu des aides promises par le Conseil départemental de la Gironde, cela ferait un reste à charge de la commune à hauteur de 57%, soit la somme de 141 000 €. Y a-t-il des questions peut-être sur cette demande de subvention, sur ce projet d'extension du restaurant scolaire? C'est OK pour tout le monde? Très bien, je vous remercie. Je passe donc cette demande de subvention au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Encore une demande de subvention, cette fois-ci au titre de la DSIL, dotation de soutien à l'investissement local, toujours du côté de l'État. Pour dire les choses très clairement, si l'État n'était pas là, on ne ferait pas grand-chose, il faut l'avouer, il faut le dire. Et ça concerne cette fois-ci la halle sportive, notre projet de halle sportive. Pour rappel, cette halle se situera à la place de l'actuel City Stade. Autrement dit, entre le gymnase et l'entrée de l'école élémentaire, du pôle 2 de l'école élémentaire. Cet équipement, ce nouvel équipement sportif sera accessible 7 jours sur 7, j'ai presque envie de dire 24 heures sur 24, j'exagère un petit peu, de manière gratuite évidemment. Il sera d'abord, merci Monsieur Vessière, il sera d'abord accessible aux associations sportives qui ont besoin de terrains de sport supplémentaires, il sera accessible aux enfants de l'école et aux équipes enseignantes. Il sera également accessible aux isonnés qui pourront pratiquer leur sport à l'abri des intempéries, quand intempéries il y a. Voilà, ce serait donc, me semble-t-il, un investissement absolument nécessaire. Là encore, on s'y était engagé et on tient parole. Le montant total du projet hors taxe, c'est de 551 000 €. Ça fait une belle somme. On a déjà sollicité et obtenu de l'État 175 000 € de subvention au titre de la DETR. Et on sollicite de nouveau l'État à hauteur de 200 000 € au titre, cette fois-ci, de la DSIL. Évidemment, rien n'est gagné. Il sera compliqué, disons-le, d'obtenir de l'État qui nous accompagne sur 2 lignes différentes pour un même projet, mais qui ne tente rien n'a rien. Donc on tente, sachant qu'on avait longtemps espéré une aide de l'Agence nationale du sport et que cette subvention de l'ANS, malheureusement, n'est pas venue, même si on n'est pas passé très loin. On y va, tout à fait entre nous, même sans cette subvention, le projet verrait le jour, mais avec cette subvention, évidemment, il verrait le jour dans de bien meilleures conditions financières. On a choisi l'archi, on en a discuté en commission, le permis devrait être déposé dans les semaines qui arrivent et on peut espérer une livraison pour la fin de l'année 2024, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle en cette année olympique. Y a-t-il des questions au sujet de ce projet et de cette demande de subvention?
Monsieur Malville, je vous en prie. Je voudrais juste rajouter que nous avons participé à la réunion de présentation du projet où on a chacun pu discuter ensemble des modifications à apporter. En gros, on a pris l'idée de départ et puis on a par nos expériences communes, et chacun a pu échanger et rajouter des choses à l'intérieur desquelles apparaissent aujourd'hui dans le budget. Nous sommes aussi très attachés à ce genre d'équipement, à ce type d'équipement, qui est ouvert au public. Donc ce n'est pas dédié juste à un club ou quelques personnes. Il y a un projet similaire actuellement en construction à Saint-André-Cubzac. Le lendemain de la réunion, je suis passé devant. Voilà. Donc je vous invite, si vous passez par Saint-André-Cubzac, à aller voir. Car ça nous donne vraiment l'idée de, par rapport aux poutres en bois ou la mêlée collée, ce que ça donne. C'est à peu près la même, allez, on va dire à 90% ce qu'on a décidé en commission. Donc voilà, si vous avez quelques curiosités, allez, faites un tour à Saint-André-Cubzac. Vous verrez la halle en construction. Et la nôtre, évidemment, sera plus belle. Ah, mais je l'espère. Et j'embrasse Célia. Je passe cette demande de subvention au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Autre délibération, autre demande de subvention. Cette fois-ci, auprès, on la retrouve, de l'Agence nationale du sport pour doter le Stade Cassinière d'un nouvel éclairage des terrains de rugby. C'est une demande de subvention, je ne sais pas si on va dire par anticipation, puisqu'on a eu un très bon tuyau en la personne de Monsieur Vessière, qui, le soir des vœux, m'a dit que l'ANS, en lien avec la Fédération française de rugby, envisageait une opération pour accompagner les communes via l'ANS à doter leur équipement. Et donc, ce qu'on n'a pas pu faire l'année dernière, parce que l'année dernière, on n'avait pas les fonds et que c'était excessif, on n'était pas assez aidés, on va peut-être pouvoir le réaliser cette année. Demande de subvention à hauteur de 50 868 € pour un total de 101 737 €, soit, on peut espérer, 50% de subvention. Monsieur Vessière, je vous en prie, je vous remercie. Juste quelques précisions. C'est l'éclairage en LED de 200 terrains de rugby au niveau national. Le budget est en cours de cession à l'ANS. Donc c'est Madame Amélie Castera Oudéac, là, Oudéac Castera, qui... AOC, ouais, qui... bon, c'est bien encore là, donc elle va pouvoir le confirmer. Et donc les 200 terrains français de rugby seront éclairés en LED, moyennant 50% de subvention. Oui, après, j'ai récupéré tous les contacts pour la subvention. Donc, on a commencé à travailler avec Karine. Il y a des clubs, effectivement, je ne sais pas si on sera 200 ou plus ou pas. Ça risque d'être reconduit sur 2025 aussi, mais autant en profiter d'ores et déjà. Très bien, je vous remercie de ces précisions. C'est OK pour tout le monde. Je passe cette demande de subvention au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. On croise les doigts. Autre délibération au sujet d'une convention d'utilisation d'un terrain privé, donc entre Gironde Habitat et la commune. Il s'agit du terrain qui est situé en face de la mairie. Gironde Habitat est devenu propriétaire de cette parcelle d'une superficie d'1,2 hectare à peu près, rue des Gabots. Et cette parcelle est très utile puisqu'à l'occasion de manifestations, d'événements municipaux, les isonnés ont pris l'habitude de se garer sur cette parcelle. Simplement, ce qui était fait jusqu'à présent de manière un peu informelle avec l'ancien propriétaire, je me contentais de lui passer un coup de fil pour lui demander d'autorisation et M. Hervé acceptait bien volontiers, je l'en remercie d'ailleurs. Depuis, il n'est plus propriétaire et donc désormais, on souhaite mettre les choses d'équerre, si je puis dire, en concluant donc cette convention de mise à disposition avec Gironde Habitat. Je vous propose donc la convention de mise à disposition du terrain qui se situe en face de la mairie. Vous avez eu le projet, je pense, de convention de mise à disposition. Et je
peut le passer au vote, je pense. C'est OK pour tout le monde. Je passe la convention au vote. Qui est contre cette convention de mise à disposition? Qui s'abstient? Super, je vous remercie. Autre convention, cette fois-ci avec le Comité social et économique, le CSE KBM. C'est le CSE d'Ilagol TBC qui utilise aujourd'hui le plan d'eau communal qu'on a à Anglade. Et le bail qu'on avait conclu avec ce CSE est arrivé à échéance au 31 décembre. Il convient donc de le renouveler. On s'est mis d'accord pour un renouvellement d'une durée d'1 an et non plus de 3 ans. On refera le point dans 1 an, contre un loyer annuel de 3 500 €, conformément au précédent contrat de location qui nous liait à ce CSE. Quand je dis on fera le point dans 1 an, c'est on fera le point avec eux, on fera aussi le point entre nous, notamment quant à savoir à quoi on destine ce lac à plus ou moins long terme. Est-ce qu'on poursuit cette affectation à une activité de pêche? Est-ce qu'on passe sur autre chose? Est-ce qu'on l'ouvre davantage? On fera le point entre nous, on se donnera le temps en tout cas de réfléchir à ce projet. Il n'est pas exclu évidemment qu'on renouvelle la convention avec eux. Y a-t-il des questions peut-être au sujet de cette location du plan d'eau? C'est OK pour tout le monde? Pas de questions, je passe donc ce contrat de location au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Autre délibération, s'agissant d'une rétrocession d'espace commun entre le lotissement Les Vignes d'Ema et la commune. On a été sollicité par le président de l'ASL Les Vignes d'Ema par courrier en date du 1er décembre, nous demandant de bien vouloir récupérer en quelque sorte la propriété de 2 parcelles comprenant la voirie, l'éclairage public et des espaces verts au sein du lotissement. Le rapport de police est plutôt bon. Il considère que la voirie est dans un état tout à fait correct, ainsi que les espaces communs. Et nous avons besoin par ailleurs de ces espaces communs. D'abord, pour les verdir davantage, si je puis dire, et dans le cadre du plan paysage, on a une action consistant à utiliser les délaissés, on va les appeler comme ça, pour en faire des espaces végétalisés, si possible avec quelques arbres pour apporter un peu d'ombre dans ces lotissements. Et puis on a également, on pourrait également potentiellement avoir besoin de ces espaces communs pour pouvoir connecter en quelque sorte le lotissement à nos futurs sentiers de randonnée le long du Cantrane. Pour ces 2 raisons, il vous est proposé de m'autoriser à procéder à cette récupération de ces espaces communs. Et il y a peut-être des questions sur cette rétrocession entre les Vignes d'Ema et nous. C'est OK pour tout le monde? Très bien, j'aime bien ces conseils, il y a peu de questions. Franchement, c'est plutôt agréable. On a tout vu en commission ressources, c'est vrai, je vous remercie de le souligner. Je passe donc cette rétrocession au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Toujours une rétrocession, cette fois-ci concernant le lotissement du Moine Blanc, qu'il convient de réviser. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà délibéré il y a quelques temps, il y a 1 an et demi à peu près, en juillet 2022, me dit-on. On avait déjà délibéré sur le sujet. Simplement, l'Assemblée générale de l'ASL avait oublié une parcelle dans la rétrocession, une parcelle qui longe l'avenue du Champ. Et plutôt que de passer 2 fois devant le notaire et de régler 2 fois les frais d'acte notarié, je préfère qu'on stoppe la machine, qu'on révise l'étendue de la rétrocession. Et donc, je vous propose de rajouter la fameuse parcelle manquante, cadastrée, j'en sais rien, BD numéro 16, numéro 4 et numéro 139. Voilà. Y a-t-il des remarques? C'est OK. Je la passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Autre délibération, cette fois-ci s'agissant d'une acquisition de biens vacants dits 100 mètres au profit de la commune. On a été alerté sur le fait que certains biens situés, certaines parcelles situées sur la commune n'avaient pas de maître, et une disposition du Code civil, l'article 713 du Code civil, dispose que les biens qui n'ont pas de maître
appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés, simplement pour pouvoir devenir propriétaire de ces biens sans maître et donc se constituer à la fois quelques réserves foncières et quelques réserves à destination de la protection d'espaces naturels. Il nous fallait du temps. Les services fiscaux notamment et les services de l'État d'une manière générale ont identifié un certain nombre de parcelles, parmi lesquelles les 3 parcelles qui font l'objet de la délibération. 2 parcelles situées en haut de l'impasse Nogueiro pour une contenance totale, une superficie totale de 1000 m² à peu près, et une parcelle, alors là c'est des parcelles qui étaient déjà classées en espace naturel et qu'on avait même classé, c'est bien ça Caroline, dans le périmètre de la zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles il y a quelques mois. Ce sont des parcelles qui ont vocation à rester à l'état naturel et qui ont même vocation potentiellement à être davantage végétalisées pour aplanir autant que possible l'ambiance dans cette impasse Nogueiro qui est parfois un peu tendue, on va le dire comme ça, compte tenu des projets en cours. En tout cas, voilà, ce sont des parcelles à enjeu, mais vraiment pour préserver des espaces naturels, hein, je vous le dis tout de suite, ce ne sont pas des parcelles, je m'adresse aux riverains de Nogueiro qui sont là régulièrement, ce ne sont pas des parcelles qui ont vocation à être construites, à être urbanisées. Ce sont des parcelles qui vont rester en espace naturel, 2 petites parcelles, 2 lanières, et puis une parcelle en revanche beaucoup plus intéressante, rue de la Galerie, pour une superficie de 2200 m². Et cette fois-ci, cette parcelle rue de la Galerie, elle nous intéresse puisqu'elle pourrait permettre d'exploiter davantage un site qui offre un vrai potentiel et sur lequel est en train de se dessiner une OAP dans le cadre de la modification du PLU. Et donc, voilà, pour le coup, c'est une parcelle qui est très intéressante pour la commune, d'une superficie donc de 2234 m². Il est donc proposé au conseil municipal d'exercer tout simplement les droits que nous confère le Code civil et de devenir en quelque sorte propriétaire de ces biens pour lesquels, je vous le rappelle, il n'y a pas de successible identifié, c'est-à-dire que a priori, il n'y a pas de successible. Personne en tout cas qui aurait le droit à succession sur ces parcelles depuis le dernier propriétaire identifié. Y a-t-il des remarques peut-être sur ces acquisitions de biens sans maître? C'est OK, Monsieur Malville? Je vous en prie, Monsieur Malville. On a effectivement parlé longuement pendant la commission ressources. Effectivement, le Code civil permet à une commune d'activer cette fonction, d'activer cette loi, cet article, sur le bien sans maître. Il ne faut pas s'en priver. Notamment, on protège des parcelles. Et ensuite, ça permet effectivement de faire des projets qui soient environnementaux, qui soient constructibles. Donc nous, on a bien entendu validé en commission ressources. Et je pense qu'on revalidera là. Très bien, je vous remercie. Je passe cette acquisition de biens vacants sans maître au vote. Qui est contre cette acquisition de biens vacants sans maître? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Dernière délibération à l'ordre du jour et je passe la parole à ma chère Brigitte Nabet. Monsieur le maire, mes chers collègues, c'est une délibération encore une fois technique lorsqu'il s'agit du côté des ressources humaines et pour les agents. Par cette délibération, nous allons donner mandat au Centre de gestion de la fonction publique territoriale pour mener une étude, une consultation et trouver le bon opérateur pour des contrats collectifs d'assurance et en matière de santé et de prévoyance. Voilà l'objet de cette délibération. Il nous manquait un point, c'était l'avis du comité social territorial qui s'est réuni hier. Et c'est un avis favorable. Et je remercie les membres du comité social territorial, les élus et les agents d'avoir, en urgence. Et pourquoi en urgence? Parce qu'il fallait que nous puissions délibérer avant le mois d'avril. Et d'ailleurs, à la CALI, cette délibération sera mise sur table la semaine prochaine. Très bien, je te remercie de ces informations au sujet de notre chère CALI, chère Brigitte. Je passe donc cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Je terminerai par quelques informations, s'il vous plaît. Informations diverses d'abord, mineures et puis un peu plus importantes ensuite. D'abord, j'ai 2 décisions du maire à vous signaler. Une première décision intitulée, accrochez-vous, reprise sur provision pour risques et charges exceptionnels et dépréciation des actifs circulants, transmise en préfecture donc le 14 décembre 2023.
Et puis ensuite, une décision intitulée Virement de crédit, dépenses imprévues en section de fonctionnement, transmise en préfecture le 19 décembre 2023. J'ai bien signé, ça a bien été transmis. Ne me demandez pas ce qu'il y avait dedans. C'est strictement technique. Mais je me devais de vous transmettre ces 2 petites informations. 3 autres informations ensuite, s'il vous plaît, un peu plus importantes. D'abord, vous signaler, pour ceux qui ne l'ont pas vu, que le contrat de mixité sociale a été officiellement signé en préfecture mardi dernier, donc en présence des services de l'État, de monsieur le préfet et des maires signataires. Je crois qu'il y avait 12 communes, une douzaine de communes sur la Gironde, qui ont signé un contrat de mixité sociale. Et c'est en quelque sorte une victoire pour nous, puisque on avait été élus en s'engageant à tout faire pour réduire notre dette en quelque sorte de logements sociaux. Je vous rappelle qu'en début de mandat, il était attendu de nous qu'on produise 412 logements sociaux en 6 ans, ce qui était peu réaliste, pour ne pas dire impossible à réaliser, et que au terme d'échanges qu'on a eu avec l'État, et parce que la loi s'est depuis assouplie de manière plutôt intelligente, me semble-t-il, de manière assez girondine, en tout cas, pas jacobine, il me semble en tout cas que les nouveaux chiffres qu'on s'est fixés, qu'on nous a fixés, sur lesquels on s'est engagé, sont plus réalistes, puisqu'on est passé de 412 donc à 250 sur la même période, ce qui, par période triennale, nous amène sur du 125 logements par période triennale, ce qui est plutôt réaliste. Monsieur Vessière, je vous en prie. Oui, excusez-moi de vous interrompre. J'ai écouté en replay le discours de politique générale de notre nouveau Premier ministre, M. Gabriel Attal. J'ai écouté parce qu'il a parlé de la loi SRU. Il a décidé d'inclure les logements intermédiaires dans cette loi, et il a décidé de donner aux maires, en termes d'attribution des logements sociaux, plus de pouvoir. Alors, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est une déclaration d'un Premier ministre dans le cadre donc d'une déclaration de politique générale. Voilà, c'est sympathique et je le remercie. Simplement, je ne vais pas commenter une déclaration de politique générale du nouveau Premier ministre, sinon pour dire que s'il s'agit de détricoter la loi SRU, ce pourrait être dommageable au regard du droit au logement, mais je ne peux pas me prononcer pour une raison simple, c'est que tant que le Parlement souverain n'aura pas adopté une modification de la dite loi SRU, il m'est impossible de commenter quoi que ce soit, puisque pour l'instant, je n'ai pas le commencement de précision, un commencement de précision quant au contenu de ce qu'a annoncé Gabriel Attal. Par exemple, on ne sait pas si les logements locatifs intermédiaires sont vraiment imputés ou inclus dans le seuil des 25%, oui ou non. Personne ne le sait aujourd'hui. Il y a ce qu'il a dit, et puis il y a ce qu'il fera après. On verra bien, mais je suis voilà. Ceci dit, par exemple, sur le logement qui sort à Mocaillou, et qui va être livré, on l'espère, pour cet été. On va dire qu'on aura les premiers habitants en septembre 24, a priori, selon nos derniers échanges avec le propriétaire, le bailleur social qui aura ces lieux. Il existe déjà, vous voyez, sur les 71 logements qui sont prévus, il existe 10 logements locatifs intermédiaires. Donc ce n'est pas en soi une nouveauté. Sur d'autres opérations qui vont sortir ailleurs, il y a déjà ce mix entre logement locatif social et logement locatif intermédiaire. Bon. Donc en soi, le mix à Ison n'est pas une nouveauté. En tout cas, nous, depuis qu'on est élus, on veille à ce que dans des projets, il y ait de la mixité sociale. On souhaite éviter de faire entre parenthèses, des ghettos, entre guillemets des ghettos. Donc on est très attaché de cette mixité. Et par ailleurs, pour parvenir à un équilibre économique, pour faciliter des projets, il peut être opportun d'intégrer quelques logements locatifs intermédiaires. Et donc ça, on le fait déjà à Ison depuis très longtemps. Voilà. Après, le reste, j'attends le contenu de la loi pour pouvoir me prononcer et pour pouvoir mesurer surtout l'impact que ça pourrait avoir sur les pouvoirs du maire. En matière de logements sociaux, permettez-moi de vous dire que c'est que de pelos, les pouvoirs du maire, surtout sur une commune comme Ison qui est fortement carencée. Je suis quasiment sous tutelle de tout. Et puis sur les dispositions techniques de la loi, j'en sais strictement rien. Voilà, monsieur Vessière. D'autres remarques ? Très bien, donc contrat de mixité sociale conclu, en tout cas, ça s'est très bien passé. Et j'ai remercié tout particulièrement les services de l'État qui nous ont accompagnés, en tout cas, dans la préparation de ce contrat de mixité sociale. Il est évident, je le répète, qu'on n'y serait pas parvenu sans d'abord de la bonne foi, de la loyauté de notre part. Voilà, on était, en tout cas pour ma part, j'ai été totalement loyal. J'ai dit ce qui était.
J'ai pris des engagements, j'ai tenu des engagements. Grâce à vous, on a tenu nos engagements. Il faut simplement espérer qu'on les tiendra jusqu'au bout. Il faut quand même sortir 125 logements sociaux par période triennale. C'est pas simple. Il faut espérer qu'on saura le faire en bonne intelligence et avec conviction et sens de la pédagogie, parce qu'il y a encore de la pédagogie, il reste de la pédagogie à faire autour de la question des logements sociaux. Et on l'a fait également parce qu'on était bien accompagnés, parce qu'on a su trouver l'intelligence de mettre toutes les parties prenantes autour d'une table, services de l'État, conseil départemental, d'un précieux soutien, les services de la CALI, les services de la DDTM, et puis le sous-préfet qui était top, puisqu'il était plutôt de bons conseils. Voilà. Donc à l'arrivée, ce CMS, grosso modo, je me félicite de la signature, et je crois possible, en tout cas, d'honorer la parole donnée. Et donc là, maintenant, l'objectif qu'on a devant nous, c'est de sortir 125 logements sociaux par période triennale. Voilà pour le contrat de mixité sociale. Deuxième information, on m'a confirmé hier l'arrivée des gendarmes sur le territoire première semaine de mars. Donc ça veut dire que dès la première semaine de mars, 9 gendarmes dans un premier temps seront opérationnels sur un secteur qui comprendra Izon, Vert, Saint-Germain-du-Puy, Cadarsac. Vous le savez, cette brigade, à titre provisoire, siégera dans les anciens locaux de la CDC du Sud-Libournais, les locaux de la CALI, à Vert. Et on espère leur nouvelle brigade et les logements pour les familles des gendarmes en face de la mairie d'ici 3 à 4 ans. Tout va dépendre du temps que mettra Gironde Habitat pour sortir le projet. Donc plutôt une bonne nouvelle. Et la cérémonie officielle de lancement de ces nouvelles brigades est prévue lundi prochain à la caserne Battisti à Mérignac, en présence au moins du préfet, peut-être davantage. Et j'y représenterai Izon. Enfin, troisième information, vraiment une information nouvelle, toute fraîche. Il y a quelques jours, le 30 janvier, pour être tout à fait précis, j'ai reçu un courrier m'informant du passif industriel, si je puis dire, d'un terrain situé entre la rue du Pont-du-Bois et la rue de Carreau, un terrain de près de 5000 m² qui est aujourd'hui en friche et qui a accueilli, sans toutes les autorisations en tout cas, pendant de nombreuses années, au moins entre 1979 et 1991, qui accueillait un centre de regroupement, de tri et de broyage de déchets de verre. Voilà, ce courrier m'a été adressé par le directeur général de la société Malta, qui exploite toujours Aizon, mais plus sur le même site, qui est désormais à Andelumeau. Ce courrier nous a été transmis à moi et au service de l'État conjointement le même jour, et ce courrier nous informe que ce terrain, que ce passif industriel avait commandé de la part du propriétaire de cette parcelle une étude environnementale dont on nous a communiqué le contenu en même temps qu'on nous a informé de l'existence de cette étude environnementale. Et donc on a pu prendre connaissance de cette étude environnementale qui fait état d'une pollution certaine du site. A posteriori, ce n'est pas surprenant. Moi, j'ai découvert la situation, puisqu'en 91, je n'étais pas Izon, quand cette société a cessé son exploitation sur ce site. Donc j'ignorais complètement, quasiment totalement ce qui s'était passé sur ce site. J'avais eu une conversation un jour, mais de manière très générale, avec un ancien garde-chasse de la commune qui m'avait dit que le site avait accueilli une activité polluante, mais sans m'alerter. Et j'avais aucun signe qui pouvait me laisser présager, en tout cas laisser présager une pollution de cet ordre. Et évidemment, c'est assez préoccupant, puisque autour de ce site, depuis, ont été construites un certain nombre d'habitations. On compte une bonne trentaine d'habitations dans un premier rayon, on va dire, dans un premier rayon de 100 mètres à peu près autour de ce site. Et cette étude environnementale commande en tout cas, qu'on demande aux propriétaires d'élargir ces investigations, d'aller plus loin dans ces investigations, d'élargir le périmètre d'investigation, puisque jusqu'à présent, les investigations n'ont eu lieu que sur le site lui-même, que sur le foncier concerné. Et avec l'État, on a convenu d'exiger donc du propriétaire, et avec son consentement, parce qu'il était venu quand même auprès de nous pour élargir ce périmètre d'enquête, on a convenu d'approfondir cette enquête environnementale, d'approfondir la question des conséquences
environnementale et potentiellement sanitaire de cette pollution, et de faire toute la lumière en toute transparence sur cette situation critique. On a demandé, monsieur le sous-préfet et moi, nous avons demandé et obtenu qu'une réunion publique ait lieu dès la semaine prochaine, et donc ce jeudi 15 février à 19h, ici même en salle du conseil municipal, aura lieu une réunion publique à laquelle seront conviés les riverains les plus proches du site. Dès demain, on ira leur distribuer une lettre les invitant à venir à cette réunion publique. Il y a 35 à 40 foyers, je crois, 35 foyers, 35 maisons a priori qui sont concernées dans un premier temps en tout cas. Et à l'occasion de cette réunion, monsieur le sous-préfet en personne sera présent. Les services de l'État, DREAL et ARS seront présents. Le propriétaire et le bureau d'études, le propriétaire du site et les conseils de ce propriétaire seront présents. Et ce sera pour nous de présenter, l'occasion pour nous de présenter le passif industriel, en quoi il consiste, quelle est la situation actuelle et quelles sont les mesures envisagées ou envisageables en tout cas pour apporter toute la lumière sur cette pollution. Alors je ne souhaite pas qu'on surjoue. Je souhaite simplement qu'on soit à la hauteur de nos responsabilités, en conscience et en toute transparence. La moindre des choses, dans un premier temps, c'est d'informer la population, en tout cas la population la plus directement concernée par ce passif industriel et ses conséquences éventuelles, de faire la lumière sur la situation, de mesurer très précisément l'impact environnemental et sanitaire aussi précisément que possible. Et c'est l'objet de la réunion et c'est l'objet des discussions qu'on va avoir, l'État, les services de l'État, la commune et le propriétaire du site au cours des prochaines semaines, et d'expliquer à la population de leur donner en tout cas les explications qu'on leur doit, tout simplement. On peut évidemment être étonné qu'on en soit là aujourd'hui en 2024, s'agissant d'un site qui a fermé en 1991. Je ne vous cache pas que ces 48 dernières heures, non, c'est 72 dernières heures, je ne vous cache pas que je suis concentré à 100% sur ce sujet. Les quelques anciens salariés, notamment, que j'ai pu interroger, eux ne sont pas surpris, en tout cas, de la situation. Voilà, je tenais à en informer le conseil municipal. J'aurais aimé vous en informer bien avant, mais ce n'était pas possible, puisqu'il a fallu que j'attende le feu vert de l'État avant de vous annoncer cette réunion, et le feu vert est arrivé à 18h ou 17h45. Et donc je ne pouvais pas le faire avant. J'ai eu confirmation de ce que la réunion aurait donc lieu jeudi, et de ce qu'on pouvait donc convier les foyers les plus concernés à venir assister, participer à cette réunion publique. Voilà. Pas de questions pour l'instant, une simple information, et je vous tiendrai bien évidemment informé. Vous êtes évidemment tous conviés à cette réunion publique en tant qu'élu. Voilà, chers collègues, j'ai fait le tour. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.